Bonjour à tous et à toutes. On va pour commencer par un petit point. Aujourd'hui, on estime que les modes opératoires cybercriminels tendent vers la décentralisation des services. Même si le concept n'a rien d'innovant quand on regarde les quelques dernières années, ce sont les méthodes utilisées aujourd'hui pour y arriver qui sont nouvelles et particulièrement intéressantes. Donc on a la plupart des forums centralisés qui ferment aujourd'hui. Soit ils se font pirater, soit ils sont bloqués, soit ils ferment d'eux-mêmes, à part évidemment quelques exceptions, et j'y arriverai. On a également les canaux IRC qui étaient très en vogue à l'époque, qui perdent en notoriété énormément au profit de serveurs Discord et d'autres messageries instantanées. Et on a également les darknet markets qui se font démanteler ou qui subissent des arnaques majeures. Donc c'est le cas de Alphabet et ANSA, donc j'en parle juste en dessous avec l'opération Bayonet. Pour ceux qui ne sont pas sensibilisés, c'était donc en juillet 2017 une opération à la fois du FBI conjointe avec plusieurs services de police internationaux, dont la police néerlandaise, qui a permis de saisir et d'arrêter les membres du plus gros darknet market de l'époque, qui était donc Alphabet, et de son suivant, qui était ANSA. Alors, les méthodologies actuelles. Habituellement, on sait que les cybercriminels ont recours à diverses méthodes pour masquer l'infrastructure malveillante qu'ils utilisent, soit pour héberger les payloads ou les malwares, soit pour stocker des données volées, soit pour s'en servir en tant que serveur de commande et de contrôle, donc les DC2. Les méthodes traditionnelles aujourd'hui, elles incluent l'utilisation de proxies ou de VPN, de l'hébergement dit bulletproof, de l'infrastructure Tor, ou encore des algorithmes de génération de domaines, comme le faisait par exemple le botnet Confinker. Mais alors, malgré la prévisibilité des cybercriminels à prolonger ces méthodes qu'ils utilisent déjà à l'avenir, il y a une seconde tendance qui est en train de se dégager. C'est l'utilisation d'infrastructures blockchain. Alors, juste avant d'y arriver, c'est les quelques sites résistants qu'on trouve aujourd'hui encore, qui existent depuis plusieurs années. Certains existent plus discrètement que d'autres. Il y en a qui sont très connus, peut-être que vous en reconnaîtrez certains. Ce sont des sites qui sont animés et en partie gérés par une population russophone, même si on y trouve une communauté anglophone qui est assez forte et assez présente. La survie d'un grand nombre de ces sites repose sur un principe de non-attaque du CIS. Donc le CIS, c'est le Commonwealth of Independent States, qui sont donc les 10 républiques eurasiennes d'ex-URSS. Cette règle, en fait, elle permet aussi un peu d'agir en toute impunité pour certains cybercriminels, selon les hébergements dans certains pays. La DNS blockchain. Donc, habituellement, quand un utilisateur cherche un site dans un navigateur traditionnel, l'ordinateur va aller interroger un serveur DNS pour obtenir une adresse IP. C'est l'équivalent informatique d'un annuaire téléphonique. La deuxième partie donc, du domaine, c'est le .com, .fr, .org. C'est donc l'extension qu'on appelle domaine de premier niveau, top level domain, et qui est contrôlée par une autorité centrale, la plus connue étant l'ICANN. Il existe aussi Nominet ou DNIC. Le DNS blockchain, sa spécialité, c'est que c'est un exemple de DNS décentralisé. Donc les top level domain blockchain, y compris .bit, .bazaar, .coin, et il en existe .lib, vous allez voir, il y en a d'autres, ce ne sont pas la propriété d'une autorité centrale. Donc les tables de recherche DNS sont partagées dans des réseaux peer-to-peer et utilisent une technologie différente de celle des requêtes DNS traditionnelles. Plus clairement, ça veut dire que cette extension, une fois installée sur le navigateur, aujourd'hui c'est la manière dont on s'en sert, ce sont 3 extensions qui existent séparément, toutes les 3 permettent de faire la même chose, elles permettent d'accéder à des sites qui échappent à la censure, échappent au blocage et également échappent à l'usurpation de DNS. Donc on observe l'augmentation d'un grand nombre de magasins de vente en ligne qui permettent l'achat ou la vente de certains produits ou de services. Ici, l'exemple retenu, c'est Jokerstash ou Gstash, qui est un célèbre site de vente de cartes en ligne qui existe depuis des années et qui a, lui, choisi de passer, il y a maintenant plusieurs mois, sur un point .lib, donc ce qui lui évite de changer d'extension, comme on le voit généralement sur les sites cybercriminels qui finissent en .xyz, .tk et qui changent d'extension à chaque fois qu'un blocage se met en place. Là, difficile de le bloquer étant donné que le DNS n'est pas centralisé. Ça, c'est un site donc je le disais, de vente de cartes bancaires. C'est, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est du carding, donc c'est une spécialité française. C'est très répandu dans le milieu cybercriminel français. Le but, c'est de vendre c'est l'ensemble des fraudes liées à la carte bancaire. Donc il s'agit tant de récupérer les données des cartes bancaires sur des sites non sécurisés, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Mashcart,
soit une fois qu'on a obtenu les numéros des cartes bancaires, payer en ligne, donc avec des cartes frauduleusement obtenues, ou acheter des services ou des produits illégaux avec des cartes illégales. Donc ça fait beaucoup. Un second exemple de carding qui est parti également sur un site DNS blockchain hosted, c'est cet exemple, avec la petite spécificité, et j'y reviendrai, qu'il y a, comme vous voyez en bas, un support qui est proposé à la fois sur Telegram, à la fois sur Jabber, qui est donc une messagerie instantanée, et à la fois sur QQ, qui est une troisième messagerie instantanée, plutôt destinée à une population chinoise. Ces services, une fois qu'on y a accès, généralement, ils proposent après un bot automatique sur Telegram qui vient vous proposer un nombre d'informations, publier les news du site. Mais j'y reviendrai juste après. Je vais juste repartir sur la DNS blockchain avec les quelques autres exemples que l'on connaît aujourd'hui. On a eu plusieurs cas de malware qui utilisent la DNS blockchain. Le premier, c'était Botnet Fbot, GandCrab, le fameux ransomware, et enfin Azorult, qui est un stealer malware qui vole des informations. Dans le cas de Fbot, la spécialité, c'est que le malware n'utilise donc pas un DNS standard, vu que le top level domain, comme vous pouvez le voir en bas à droite, est un .lib, et donc il n'est pas enregistré auprès de l'ICANN, et donc il échappe toujours à ces blocages traditionnels qu'on peut imposer sur des sites normaux. Le malware, lui, il vient contacter un serveur proxy qui lui permettra d'aller se connecter au DNS blockchain. C'est ce qui lui permet d'échapper à cette censure, à ce contrôle. Il y a eu d'autres exemples aussi de Chessilite, Neutrino, Zloader. On trouve de plus en plus de malware maintenant qui utilisent la DNS blockchain. Donc, non, je serai pas alors, l'autre spécialité, donc l'autre nouveauté dans les moyens cybercriminels utilisés, c'est la publicité et le décentralisé centralisé. Voilà. Bienvenue dans le monde cybercriminel. Ça, c'est la publicité qu'on retrouve centralisée. Donc, ce sont des dizaines de magasins ou de services et de produits en vente ou en location qui sont disponibles. Toute la publicité est centralisée sur un seul forum. Vous allez sur une pub, vous allez sur un post d'un vendeur. Ici, c'est un vendeur qui vend des voyages, des achats de billets et d'avions ou de location d'hôtels dans des pays luxueux, dans des destinations luxueuses avec des avions surclassés à chaque fois. Eux l'achètent à partir de cartes volées. Ils font un discount, ils leur vendent. Donc, une fois que vous allez sur ces forums-là, ils vous proposent une page de contact, un Telegram ou un ICQ, qui est donc une autre messagerie instantanée. Vous le contactez. La transaction se fait en direct sur Telegram. On n'inscrit rien sur les forums. Eux font un feedback automatisé avec leur bot Telegram, qui va donc remettre toutes les photos qu'ils reçoivent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un part en vacances avec ces services-là, donc vacances illégales, il envoie ses photos pour témoigner qu'il est bien parti là-bas et que ça se passe bien. Les utilisateurs peuvent aussi consulter les photos qui ont été envoyées par le chanceux voyageur. Et voilà. Et après, les feedbacks, donc les retours, sont déposés sur les forums, accessibles à tout le monde. Comme ça, tout le monde peut voir qu'en effet, ce n'est pas du mensonge et c'est un véritable service qui est offert. Gazorp Azorult, c'est un deuxième cas assez étonnant sur lequel on a pu tomber. Gazorp, c'est un malware stealer qui est une variante de Azorult, qui est lui-même un malware stealer. La spécificité, c'est qu'il était mis disponible sur le Darknet, sur un site du Darknet, ouvert à tous, où le but était que vous tapez votre nom de domaine, le nom de domaine qui vous intéresse dans la barre de recherche. Il vous construit un petit fichier de configuration, c'est-à-dire que votre malware est préconçu pour vous, pour votre nom de domaine. Vous le prenez, vous l'installez sur le nom de domaine voulu, et vous avez un malware qui est en marche. Gazorp, le moyen dont ils ont trouvé pour faire leur publicité, c'est de faire un bot Telegram également, où ils prennent tous les liens d'articles, de blogs de sécurité et d'antivirus qui viennent parler d'eux, pour s'en servir pour faire de la publicité pour leur propre service, pour dire regardez, on nous craint, donc c'est un bon produit que nous vendons. Ah, c'est une petite ironie. Et également, je me permets juste, Azorult, c'était un malware qui était également connu pour utiliser des services en blockchain DNS. Donc l'apprentissage du passé qu'on a aujourd'hui, c'est moins de traces écrites sur les forums, on arrête de centraliser les informations, enfin les cybercriminels arrêtent de centraliser les informations pour éviter qu'elles puissent être lues et consultées par des membres des forces de l'ordre ou par des chercheurs en sécurité. C'est également des transactions qui se font en direct, on passe par les messageries instantanées, et donc ce qui donne une explosion des messageries instantanées, Telegram, QQ, ICQ et Jabber énormément. Tout se fait là, on évite de faire sur les forums maintenant. Et voilà, c'est tout pour moi. Et je vais laisser la parole à Franck.